fait que la cacophonie, puisque si vous n'avez plus une seule norme qui va répondre, vous allez vous adresser à telle ou telle personne qui ne vont pas forcément vous dire les mêmes choses, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, parce que quelque part, ils ont des croyances qui sont différentes. Ça. Et donc à partir de là, finalement, le fait que vous ne sachiez plus qui croire contribue, si vous êtes seul et si vous ne partagez pas ces inquiétudes, ou si, au contraire, vous ne construisez pas des certitudes avec un certain groupe dans une convivialité ou une commensalité, eh bien, la peur alimentaire va être renforcée par cette solitude face à la cacophonie. Donc solitude d'abord face à l'absence de normes, solitude face à la cacophonie, et puis du point de vue gustatif. Certains goûts, certaines saveurs vont vous rassurer. On sait bien que si c'est lipidique, si c'est relativement onctueux, donc le gras va plutôt se situer dans la logique onctueuse, eh bien là, vous allez prendre le risque de continuer à incorporer l'aliment parce que ça vous rassure. Certaines saveurs vont rassurer, alors qu'au contraire, l'amertume ou le fait que ce soit trop piquant ou trop sur des stimulations mécaniques trop dures à supporter pour vos muqueuses dans la bouche et après dans l'œsophage, fait que vous allez revomir ou recracher cet aliment qui d'un seul coup apparaît comme un intrus susceptible de vous empoisonner. Donc le goût, la saveur peuvent participer à la peur. Et puis, bien sûr, dans nos sociétés, la grande matrice de fabrication de peur alimentaire, ce sont des médias qui ne vont pas les inventer en tant que tels, mais qui vont relayer justement tout ce qu'a pu se faire dans l'absence de normes, dans la cacophonie, dans les informations organoleptiques qui manquent ou qui ne manquent pas, et dans le conseil ou l'assurance qu'on peut trouver dans le partage. S'il n'y a pas de partage, il y a plus de peur alimentaire.